Alors dans cette vidéo, on va rapidement voir, non pas la procédure législative, parce qu'il y a beaucoup de guides sur Internet qui permettent de bien comprendre, et c'est surtout des connaissances techniques, donc je vous renvoie vraiment sur le site du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui explique ça très très bien, ou dans les manuels bien sûr, ou le cours de Madame le maire, évidemment. Et je voudrais simplement vous expliquer certains éléments par rapport au domaine de la loi et ces choses-là. Donc, sous la Troisième République, le pouvoir législatif, comme le dit la loi du 25 février 1875, le pouvoir législatif s'exerce par les deux assemblées, Chambre des députés et Sénat. Donc, pour faire simple, la loi n'a qu'une définition formelle. Ça veut dire que la loi est définie par le fait que c'est ce qui est exercé par la Chambre des députés et le Sénat. Ok ? Donc la loi est tout texte qui obéit à la procédure législative prévue par les textes constitutionnels de 1875. Donc ça a une influence ça a une influence très grande, puisque la loi peut intervenir dans tous les domaines. Il n'y a rien qui lui est interdit. Il y a un ouvrage connu de Carré de Malberg qui s'appelle La loi expression de la volonté générale, et qui explique cette conception. Et donc la loi, c'est tout ce que veut le Parlement, en quelque sorte. Et donc à partir de là, il est impensable d'avoir un contrôle de constitutionnalité ou d'avoir un quelconque contrôle des lois. Ok ? Et donc la loi, si on prend le petit schéma là que je vais dévoiler au fur et à mesure, est la principale source de droit, et c'est elle qui exprime la volonté générale, expression qu'on peut rattacher à la pensée de Rousseau et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il y a une procédure qui est née dans la pratique, une sorte de délégation au pouvoir exécutif à travers les décrets-lois. C'est la loi qui permettait en quelque sorte au gouvernement de faire... c'est le pouvoir législatif qui permettait en quelque sorte au gouvernement de faire la loi à sa place. Donc on s'arrête pas vraiment sur la Troisième République, c'est pas ce qui compte le plus, c'est plutôt pour introduire à ce qu'on va dire sur la Cinquième. Donc ensuite, la Quatrième République, la Quatrième République, si on regarde le texte, on voit dans l'article 13 que l'Assemblée nationale vote seule la loi, elle ne peut déléguer ce droit. Donc on a la même conception que sous la Troisième République, donc pas de définition matérielle de la loi. Vous vous rappelez, hein, la Constitution au sens formel matériel, bon, c'est à peu près la même chose pour la loi. Donc la loi, elle est simplement définie par le fait que c'est la procédure législative qui est exercée par le pouvoir législatif en quelque sorte. Elle n'est pas définie par son contenu. Et là, le fait de dire que l'Assemblée vote seule la loi, ça empêche la délégation et les décrets-lois qui existaient sous la Troisième. Ça veut dire que l'Assemblée ne peut pas déléguer son pouvoir législatif. Autrement dit, pour faire plus simple, les décrets-lois sont interdits. Pour autant, une pratique va apparaître, celle des lois cadres. Donc c'est c'est la situation dans laquelle la loi fixait des grands principes et le pouvoir réglementaire venait préciser la loi. Donc si on résume pour la Troisième et pour la Quatrième République, la loi est la principale source de droit, et le pouvoir exécutif est là pour faire appliquer la loi, bien sûr, pour permettre à la loi d'être appliquée concrètement, pour l'exécuter, pouvoir exécutif, et aussi sous la Troisième pour intervenir à la place de la loi quand elle lui permettait. Donc, et vous vous rappelez que sous la Troisième et la Quatrième République, on parlait de régime d'assemblée, et qu'il y a une volonté, sous la Cinquième République, comme sous la Quatrième d'ailleurs, de rationaliser le régime parlementaire. Et on va voir que le rapport de la loi et du règlement va venir dans ce cadre-là de rationalisation du régime parlementaire. Et donc la grande nouveauté, sous la Cinquième République, c'est l'article 34 qui vient expliquer, l'article 34 qui explique la loi fixe les règles concernant, deux points, et il y a la liste des domaines, par exemple le régime électoral des assemblées parlementaires, etc. etc. Donc là, la grande différence que ça vient apporter, c'est qu'on voit une définition matérielle de la loi. Donc la loi n'est plus simplement tous les actes votés par le Parlement, en quelque sorte, c'est les actes votés par le Parlement et qui correspondent à ces matières-là. Ok ? Qui correspond à ces matières-là.
Donc on définit la loi par la procédure législative, évidemment, mais aussi par son contenu. Donc en théorie, si une loi ne correspond pas à ces domaines-là, c'est pas une loi, même si la procédure législative est respectée. Ok ? Et donc tout le reste, tous les autres domaines, ils relèvent de quel pouvoir ? Ils relèvent, d'après l'article 37, alinéa 1, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Donc si on voit le schéma en entier, on voit que désormais, il n'y a plus la loi, la principale source de droit, ce qui appartenait à la loi avant est maintenant divisé en deux courants, le domaine de la loi, article 34, et le pouvoir réglementaire autonome, article 37 alinéa 1. Donc dans ces matières-là, le pouvoir réglementaire n'intervient pas pour exécuter la loi, pour la mettre en œuvre, il intervient dans d'autres matières. Donc il n'est pas soumis à la loi, dans ces matières-là, on ne peut pas vraiment dire qu'il intervient après le législateur pour l'exécuter, il intervient dans d'autres domaines. C'est ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire autonome. Donc vous comprenez bien en quoi c'est une révolution juridique qui touche à la rationalisation. C'est vraiment pour abaisser le pouvoir législatif et pour augmenter le pouvoir exécutif. Ok ? Donc, première chose, on a un pouvoir réglementaire autonome qui apparaît, qui n'existait pas avant. Et en plus de ça, on a, comme tout ce qui concerne la rationalisation, la mise en place d'un conseil constitutionnel qui vient veiller au respect de la Constitution et notamment au respect en quelque sorte, de la rationalisation et donc de l'abaissement du Parlement. Puisque en 1958, le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas du tout conçu comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Il n'est pas là pour défendre les droits et les libertés, il est là pour veiller au respect de la Constitution et principalement de la rationalisation. Et donc, on a mis en place plusieurs mécanismes pour s'assurer du respect du domaine de la loi et du domaine du règlement. Premier élément, l'article 41. Article 41. Donc, s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement ou le président de l'Assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. Donc c'est ce qu'on appelle l'irrecevabilité. Et en cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Donc tout simplement, si un parlementaire propose un texte ou un parlementaire propose un texte qui est du domaine du règlement, ce sera possible de soulever l'irrecevabilité. Et donc, le texte ne pourra pas être discuté ou l'amendement ne pourra pas être étudié, tout simplement parce qu'il ne respecte pas la Constitution, c'est-à-dire qu'il ferait intervenir la loi dans un domaine que la Constitution ne lui réserve pas. D'accord ? Donc c'est l'article 41, l'irrecevabilité. Donc ça permet à un texte de ne pas entrer en vigueur s'il ne respecte pas ce partage-là entre domaine de la loi et domaine du règlement. Il existe un autre mécanisme, article 37 alinéa 2. Article 37, donc ne confondez pas alinéa et tiré, hein, donc c'est l'article 37, deuxième alinéa. Les textes de forme législative intervenus en ces matières, donc il est question de quel texte là ? Il est question des textes de forme législative, ça veut dire adoptés par le Parlement, en ces matières, c'est-à-dire dans la matière du pouvoir réglementaire autonome. Donc ces textes-là peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. Et ensuite, une deuxième phrase qui vient compliquer un peu les choses, ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Donc il y a deux cas de figure en fait. Le premier cas de figure, donc déjà pour rappeler l'idée générale de l'article, c'est si un texte intervient dans ce domaine-là, donc dans le domaine du pouvoir réglementaire autonome, et qu'il est voté par le pouvoir législatif. C'est-à-dire si l'Assemblée vient voter un texte qui est dans ce domaine-là. C'est-à-dire qui n'est pas dans ce que donne à la loi l'article 34. J'espère que c'est assez clair. Et donc, dans ce cas-là, ces textes pourront être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. Simplement, la deuxième phrase parle de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel intervient.
Donc en fait, il y a deux cas de figure. La première phrase, celle-ci, qui fait intervenir le Conseil d'État, c'est pour tous les textes qui auraient été votés avant l'entrée en vigueur de la Ve République et qui relèvent du domaine réglementaire. Donc imaginons un texte ici, à l'endroit où il y a le curseur. Imaginons un texte là, il a été voté par l'Assemblée. Simplement aujourd'hui, depuis la Constitution, et l'article 34 et 37, il appartient au domaine de la loi. Mais au moment où il a été voté, il respectait la Constitution. Et donc ce texte-là pourrait être modifié après avis du Conseil d'État. Simplement, pour les textes, la deuxième phrase précise que ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Donc si un texte est voté après l'entrée en vigueur de la Constitution, par le pouvoir législatif, mais qu'il est dans le domaine réglementaire, et bien dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel doit intervenir. Ok ? Donc il y a deux cas de figure. Les textes votés avant l'entrée en vigueur de la Constitution, actuellement en vigueur, et les textes votés une fois que la Constitution est entrée en vigueur. Donc on est dans le cas où l'article 41 n'aurait pas été utilisé, et un texte qui est du domaine réglementaire aurait été voté par la loi. Dans ce cas-là, il sera possible que le pouvoir réglementaire modifie le texte par décret. On appelle ça la délégalisation. Donc article 41, c'est l'irrecevabilité, et l'article 37 alinéa 2, c'est la délégalisation. Donc ça permet de faire respecter ce partage entre la loi et le règlement. Donc on voit une grande évolution par rapport aux 3e et 4e République qui correspond évidemment à l'idée de rationalisation. Vous comprenez pourquoi ? Parce que le pouvoir exécutif a un pouvoir bien supérieur à ce qu'il avait sous les républiques précédentes. Et on retrouve aussi, sous la Ve République, une sorte d'équivalent des décrets-lois qui est l'article 38, les ordonnances de l'article 38. Donc je le lis une fois. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc là, comme dans le cas de la Troisième République, ça permet au pouvoir réglementaire d'intervenir non pas à côté de la loi, mais dans ce qui relève normalement de la loi. Donc là, je me rends compte que la flèche, j'aurais dû la faire monter sur la première partie là. C'est quand ce qui appartient au domaine de la loi peut être pris par ordonnance. Ok ? Et donc dans ce cas-là, les ordonnances doivent être prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa au premier article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Donc pour résumer la procédure, mais ça c'est pareil, vous trouverez beaucoup de choses sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais pour résumer, le gouvernement demande à l'Assemblée de l'autoriser à intervenir dans un domaine qui relève normalement de la loi. Et donc ça arrive régulièrement, c'est arrivé encore très récemment. Un exemple, parmi tous les codes qui existent, il y a le Code général de la propriété des personnes publiques. Il a été entièrement élaboré par ordonnance. Donc c'est-à-dire que le Parlement, il intervient pour autoriser le gouvernement à élaborer les textes, et ensuite il intervient pour ratifier. Et donc certains appellent ça la loi administrative, et il y a un certain nombre de subtilités sur la procédure, mais moi je voulais surtout vous faire comprendre l'idée générale de rapport entre la loi et le règlement, et l'évolution qui est entre la 3e, la 4e et la 5e, pour bien illustrer la rationalisation. Et après, bien sûr, tout ça doit être mis en œuvre, et par exemple, le Conseil constitutionnel, il a une interprétation assez souple de ces articles-là. En fait, il explique que une loi qui intervient dans le domaine réglementaire n'est pas forcément contraire à la Constitution. Elle le sera en gros que si le pouvoir exécutif souhaite mettre en avant le non-respect des domaines de la loi et du règlement. Donc voilà les éléments principaux sur les rapports entre la loi et le règlement et l'évolution entre 3e, 4e et 5e République. Et donc, je vous le répète, je vous renvoie au cours magistral et au site officiel
pour trouver plus d'informations sur la subtilité de telle ou telle procédure. Voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à m'envoyer un mail si vous avez une question.